Si on prenait le temps, c'est maintenant. Il est bientôt 17h et nous sommes en direct sur CNews. Et nous sommes aujourd'hui avec José Dayan. Elle est encore en train d'arranger son petit blouson en direct. Voilà. Ça va, sciatique, là, ça va mieux? Sciatique, ça va un peu mieux, oui. Bon, merci. on en parle tout à l'heure. En tout cas, l'une des réalisatrices les plus populaires de France, figure incontournable du petit écran, c'est elle qui a ouvert la voie aux acteurs à la télévision. On parlera de tout ça. Son regard sur son actualité, Capitaine Marlowe, tout le monde en parle. C'est quoi l'alchimie pour cette puissante série? On parlera de tout ça et puis un peu de son regard aussi sur l'actualité. À tout de suite sur CNews si on prenait le temps. Nous sommes en direct sur CNews. Il est 17h09 si on prenait le temps avec José Dayan. Aujourd'hui, merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment très honorée. Merci de m'avoir invité. Voilà. Et on va aborder avec vous l'actualité, votre regard sur l'actualité, sur la vie, votre actualité. Capitaine Marlowe, cette série très 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 puissante. Je ne sais pas si on l'appelle série, on verra comment est-ce qu'on va l'appeler. En fait, collection. C'est plutôt une collection. Oui. Voilà, je sais, plutôt collection parce que c'est un peu comme Colombo et voilà. On parlera de tout ça. Voilà. Et ce qui vous choque, ce qui vous choque pas. Enfin, on parle de tout. Votre parcours, ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Non, mais vraiment, avec cette force, d'où vous la tenez, d'où elle vient, cette force puissante d'action que vous avez. Non, mais moi, elle me fascine en tout cas. Mais parce que c'est la passion. Ouais. Moi, j'aime faire des films, donc voilà. Ouais. Je ne pense pas avoir cette force pour autre chose. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, vous jetez toute votre force dans ce que vous allez faire. Et ça, c'est génial. C'est pas mal. Alors, avant de commencer, enfin pour commencer, le dernier album de Johnny, il va sortir là, à minuit, en ligne. Et ça y est, c'est ce soir, c'est The D-Day. Je sais que vous avez une affection particulière, effectivement, pour lui. Qu'est-ce que oui, je trouve qu'il a un talent fou, quoi. Qu'il a une façon de, précisément, d'embraser les salles, qu'il a cette espèce de charisme incroyable. D'abord, il était d'une beauté exceptionnelle. Et il a quelque chose de lumineux qui irradie, quoi. Voilà. Vraiment. Et d'ailleurs, moi, pour le premier Marlowe, je souhaitais l'avoir, lui, comme invité. Oui, et je suis même allée le voir à Los Angeles. Et on a passé une journée et demie ensemble. Et c'était formidable. Et il m'a dit, d'accord, je vais le faire. Et puis après, il y a eu sa tournée, il y a eu un peu sa maladie, tout ça. Et il n'a pas pu le faire. Oh là là. Mais oui, ça aurait fait quand même un très très bel épisode, un très très beau, c'est vrai, une très très belle collection. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc ce soir l'album s'appelle. On va regarder d'ailleurs le sujet de Anthony Favalli sur l'album de Johnny. Comment faut-il s'organiser pour la sortie de cet album? Anthony Favalli. C'est à partir de minuit ce soir que la déferlante Johnny va s'abattre sur la France. Pour se laisser porter par sa musique, deux solutions. Les plateformes de streaming qui mettront à disposition l'intégralité des 11 titres. Vous pouvez aussi participer aux différents événements organisés à travers tout le pays. À Paris, sur le parvis de la gare Saint-Lazare, l'une de ces plateformes digitales installera une structure circulaire de 25 mètres de long et 4 mètres de haut sur laquelle les fans pourront brancher leur casque et écouter l'album de Johnny. Sur les Champs-Élysées, un célèbre magasin sera ouvert jusqu'à 4 h du matin, tout comme d'autres enseignes en région parisienne ou près d'Orléans. Des sosies de l'artiste devraient être présents un peu partout. La maison de disques Warner veut frapper fort. 800 000 exemplaires seront distribués dans les commerces. Et pour assurer la promotion de ce nouvel album, Laetitia Hallyday fera la tournée des médias dès demain, en commençant par la grand-messe du 20 h. Tout est fait pour que cet album pulvérise les records. Un album qui est déjà disque de platine, puisque plus de 100 000 exemplaires ont été réservés par les fans. Mon pays, c'est l'amour, édition spéciale sur CNews dès 21 h pour ne rien rater des informations à propos de l'album de Johnny Hallyday. Il faut acheter cet album à votre avis, pourquoi? Pour l'émotion, pour le souvenir? J'ai remarqué que vous m'avez parlé de lui tout à l'heure au présent, c'est marrant. Oui, mais vous savez, je crois que les grands acteurs, les grands artistes, eh bien, sont toujours parmi nous. Vous voyez, c'est un événement ce soir, la sortie de cet album. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de vibrant. Et c'est ça qui est beau. Parce que ce sont des êtres qui nous transportent et qui nous aident à rêver. Voilà. Et vous aussi, vous nous faites rêver, José Dayan. Non, mais c'est vrai, je sens beaucoup d'humilité chez vous, mais c'est vrai, vous nous faites rêver. Et moi, ce que j'apprécie aussi chez vous, c'est le fait que vous avez été celle qui a emmené les acteurs à la télévision. Ça se faisait pas, vraiment, et vous avez osé. Alors, Gérard Depardieu, le Comte de Monte Cristo, etc. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils explosent maintenant, ces acteurs du cinéma à la télévision? Mais comment ça vous est venu au début?
En fait, c'est grâce à Gérard Depardieu. Parce que, enfin, pour être plus exact, c'est grâce à Elisabeth Depardieu, la femme de Gérard. Parce que j'avais tourné, juste avant Monte Cristo, une saga qui s'appelait La Rivière Espérance. Ah oui, c'est là qui vous a repéré. Voilà. Et dans laquelle il y avait Elisabeth Depardieu. Et très vite, après quelques jours de tournage, elle m'a dit, mais est-ce que vous connaissez Gérard? J'ai dit oui. Non, mais est-ce que vous le connaissez personnellement? Je dis non. Elle me dit, mais il adorerait tourner avec vous. Il faut absolument que vous tourniez avec lui. Et quand il y a eu la diffusion de La Rivière Espérance, le premier coup de fil que j'ai reçu, c'était Gérard Depardieu à 22h20, qui m'a dit, voilà, eh bien, c'est formidable, on va tourner ensemble, et je veux que tu fasses Monte Cristo. Voilà comment ça a commencé. Ah, incroyable. Alors, c'est lui qui m'a choisi. Alors après, évidemment, vous savez, ça fait un peu boule de neige. Oui, voilà. et vous avez choisi la télé. Oui, parce que je trouve que c'est un média formidable. C'est un choix. On touche beaucoup de monde. Et puis moi, vous avez remarqué, j'aime tourner vite. J'aime que les projets s'enchaînent. Et au cinéma, il faut une patience qui n'est pas la mienne pour attendre 1 an, 2 ans, pour mettre sur pied un film, vous voyez. Oui. Voilà. C'est vrai qu'on dit de vous que vous aimez tourner vite. On reviendra tout à l'heure sur vos rapports avec les différents acteurs, qui est aussi un rapport intéressant. Moi, il y a aussi un rapport que j'aime bien évoquer, c'est la télévision, le cinéma. Ce qu'on ne connaît pas souvent, le téléspectateur, c'est comment la télévision finance le cinéma français, cette exception culturelle française. Est-ce que vous trouvez, vous, qui avez un vrai regard sur le cinéma de façon générale, vous trouvez que c'est une force en France par rapport à d'autres pays? Mais bien sûr. Il y a le CNC, il y a les télévisions, et c'est très important, il y a Canal+, il y a tout ça. Exact. Et c'est indispensable, parce qu'autrement, ce serait assez difficile d'arriver à financer autant de films. Oui, bien sûr. Je trouve ça génial, effectivement. Par exemple, en 2016, c'est 410 millions d'euros que la télévision a donné à la production audiovisuelle de façon générale. Canal+, effectivement, finance pratiquement la moitié. Et je trouve que c'est une force, une assise qui permet justement à la création française d'exploser. Mais bien évidemment, c'est indispensable parce que finalement, ça coûte cher de faire des films. Vous voyez, si demain, moi, je décide d'écrire un livre, je peux très bien l'écrire avec mon stylo dans ma chambre. Ce sera un chef-d'œuvre ou un mauvais livre, mais ça ne m'aura rien coûté. Ça m'aura coûté du temps, de l'émotion, ce que vous voulez. Oui. Mais on ne peut pas faire un film seul. Oui. C'est sûr, ça demande beaucoup plus de moyens. Et je trouve aussi qu'il y a le renouveau de la fiction française. Vous qui avez ce regard sur toutes ces années de fiction française, il y a à peu près 5, peut-être même 8-10 ans, la fiction française restait quand même sur les étagères, dans les bureaux des chefs de programme de télé. Et maintenant, on va le voir tout à l'heure, on va encore parler de Capitaine Marlowe, cette explosion de la fiction française, et qui même peut s'exporter maintenant, mais c'est incroyable et inattendu presque, non? Oui, mais vous voyez, par exemple, on parlait tout à l'heure de Monte Cristo. Oui. Que moi, j'ai tourné en 98. Monte Cristo, c'était 4 films d'1h30. Oui. C'était vendu dans le monde entier. En Chine, aux États-Unis, partout. C'était extra. Alors maintenant, il y a quand même pas mal de fiction française qui s'exporte. Oui, parce que vous étiez quand même l'exception. Hein. Oui, mais enfin, il y avait Gérard, il y avait Dumas, il y avait Monte Cristo, il y avait La Grâce, quoi. Oui. Oui, parce que justement, les fictions françaises, elles ont eu beaucoup de mal à exister. En France, c'était le seul pays pendant très longtemps. Là, ça commence à changer, notamment avec Capitaine Marlowe, mais c'était l'un des rares pays où on regardait la fiction américaine avant la fiction française. Oui, alors c'est vrai, maintenant, c'est plus exactement le cas, parce que la fiction française est assez suivie. Hein. Oui. Comment vous expliquez que ça revienne, que ça revient en force? Bien d'abord parce que je pense que, si vous voulez, il y a une identité française des spectateurs qui se reconnaissent finalement plus dans certaines histoires. Mais c'était pas le cas avant. Oui, mais ça a évolué aussi. Les scénarios sont plus élaborés. Il y a des acteurs intéressants qui acceptent maintenant de faire de la télévision. C'est vrai que c'est Gérard qui le premier a eu le courage d'ouvrir la voie. Bon, et puis après, eh bien, ça a continué. Et puis moi, j'essaie de continuer parce que pour moi, c'est essentiel, précisément. Par exemple, dans Marlowe, d'amener toujours face à Corinne Maziero des guests qui sont des acteurs incontournables et qui, d'habitude, ne viendraient jamais en guest, qui viendraient précisément si on montait un projet autour d'eux. C'est ça. Mais là, ils acceptent, si vous voulez, de rentrer dans l'univers de Marlowe. Oui, ça, c'est très intéressant. Oui, et ça, c'est vous qui l'avez un peu inventé, créé, ça? Ça, c'est un peu moi qui l'ai même
imposé, si j'ose dire. Vous voyez, on a commencé le premier Marlowe avec comme invité Gérard Depardieu, et puis ça a continué. Là, je viens d'en terminer un avec Isabelle Adjani. Ah, ça y est, vous l'avez terminé? Je l'ai terminé. Ah, génial. Avec beaucoup de bonheur. Oh, ouais. Comment ça s'est passé le tournage? Très très bien. Ça passera quand? En 2019. D'accord. Voilà. Ce sera la nouvelle collection Marlowe en 2019. Génial. Là, la semaine prochaine, après celui qui va passer ce mardi, il y a un Marlowe avec Nicole Garcia. Oui. Vous voyez, bon. Oui. Donc je veux dire, je tiens beaucoup à avoir. Et là, le Marlowe que je commence la semaine prochaine, à Boulogne-sur-Mer. Oui. On a une distribution très particulière qui me plaît beaucoup. On a Jeanne Balibar, Benjamin Biolay et la chanteuse Camille. Et c'est vous qui les sélectionnez à chaque fois? Oui. Et tout le monde vous dit oui, évidemment. Non, mais quand je dis oui, oui, parce que pour moi, le premier acte, alors vraiment le premier acte fondateur, comme dans une maison, il faut mettre les fondements, la base. Fondation, oui. C'est que le metteur en scène fasse lui-même son casting. Parce que c'est lui qui a la vision de son film, et c'est lui qui sait exactement, parce que la même histoire, avec des acteurs différents, ne dit pas la même chose, vous voyez. Donc c'est en fonction de l'histoire que vous choisissez ensuite de l'univers. En fonction de l'univers. Oui. Alors là, Capitaine Marlowe, là pour mardi prochain, qui explose toujours, hein, voilà. Qui écoutez, vraiment... je touche du bois. Hein. Non, mais c'est quand même juste incroyable, incroyable, hein, les audiences. Racontez-nous alors, ce que le prochain épisode, il s'appelle Double Jeu. Le prochain par collection. Le prochain Marlowe, c'est très amusant. J'avais vu il y a quelques années sur Ciné Classique, je crois, un film qui 11h et minuit. Voilà, dans Henri Decoing, avec Louis Jouvet et Madeleine Robinson. Et c'est l'histoire d'un flic qui est confronté à son sosie qui est mort. Et au lieu de mener l'enquête de façon classique, il décide de prendre la personnalité de ce mort. Il s'habille avec ses costumes. On voit les images. Et voilà. Et il mène cette enquête qui est très douloureuse. Parce qu'à la fois, il se pose des questions. Il se dit que finalement, le tueur est peut-être là. Et va risquer de le tuer à nouveau s'il le trouve encore vivant. Bien sûr. Enfin, on va peut-être s'apercevoir de la supercherie. Donc c'est très amusant pour un acteur de jouer ce personnage à double facette. Et on a pensé à l'adapter pour le Capitaine Marlowe. Et c'est très intéressant, évidemment, de voir Corinne Maziero. Alors, d'abord, en Marlowe, parce qu'elle est quand même, elle reste Marlowe, bien évidemment, menant l'enquête, mais de façon, si j'ose dire, clandestine. Et avec les projecteurs sur elle, elle est sa sœur jumelle qui a épousé un milliardaire et qui donc est une femme richissime, le contraire de Marlowe. Et donc c'est très amusant à voir, oui. Et en plus, et émouvant aussi. Et émouvant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle ne connaît pas ses origines. Eh bien, justement, c'est pour ça que c'est émouvant. Elle ne connaît pas ses origines. Et à la faveur de cette enquête, elle essaie de comprendre un peu mieux d'où elle vient. Finalement, elle ne le saura pas. Mais ça lui donne des rencontres émouvantes avec son beau-frère, qui est Pef, avec son neveu, qui est le prince Ringuet, ou alors avec Pierre Perret, qui a eu la gentillesse d'accepter de venir dans ce film, et qui finalement avait recueilli les bébés qui étaient abandonnés, elle et sa sœur. Donc c'est... passionnant. Oui, c'est une introspection... Quête d'identité en même temps, un peu tout ça, c'est très intéressant. Alors, à l'origine même de Capitaine Marlowe, d'après ce que j'ai vu, vous avez d'abord connu dans les séries de Fred Vargas, vous avez connu Corinne Maziero. Et oui, parce qu'elle jouait le personnage de Rotancourt dans des films de Vargas que j'ai adaptés, enfin qu'Emmanuel Carrère a adapté pour moi, pour dire les choses telles qu'elles sont. Absolument. Et elle était formidable. Et j'ai eu envie de retravailler avec elle. C'est une envie mutuelle qu'on a eue. Et quand Anne Olmès, justement, m'a demandé de faire une mini-série pour la 3 qui s'appelait Entre vent et marée, qu'on a fait il y a 3-4 ans, je crois, avec Nicole Garcia et Muriel Robin, j'ai demandé à Elsa Marpeau, qui écrivait le scénario, d'écrire un rôle de femme gendarme pour Maziero, et je lui ai expliqué un petit peu comment était Maziero. Et on a fait cette mini-série, c'était 2 films de 90 minutes, et je dois dire que j'étais extrêmement étonnée, parce que quand j'allais chez mon fromager, ou même sur le trottoir, des gens que moi je ne connaissais pas, on m'arrêtait, on me disait « c'est qui cette gendarme ?» Voilà. Je me suis dit, elle a marqué de façon incroyable, et on a eu l'idée de proposer, encore une fois à Anne Olmès, de développer une collection autour de Marlowe, avec comme principe qu'elle est à chaque fois face à elle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un guest d'importance. Et Anne a eu le courage, parce qu'au départ, c'était pas évident, de dire, bon, on y va.
Oui. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant de voir qu'à la base, vous avez entendu le public. Le public interpellé par cette personnalité. Et même à des années plus tard, tout le monde parle de sa personnalité. Oui, mais Et vous n'êtes pas trompé. Il faut entendre le public. Et à la fois, il ne faut pas entendre que le public. Il faut entendre aussi son instinct, son désir. Parce qu'autrement, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. C'est sûr. Non, mais c'est vrai. C'est sûr, c'est mais sûr. il faut tout de même s'apercevoir de l'impact que quelqu'un peut avoir. Et c'est vrai que Corinne Maziero, c'est un personnage hors norme. Donc, ouais, c'est très jouissif de travailler avec elle. Et encore une fois, de la voir, par exemple, en tête-à-tête avec Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, et là, dans quelques jours, avec Jeanne Baliba, Benjamin Biolay. Excellent. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous allez certainement tourner bientôt... En Guadeloupe. Ah, j'osais pas le dire, je me dis, elle me l'a dit en off, est-ce que je peux le dire là? Oh, quand est-ce que vous allez en Guadeloupe? Mais je viens avec vous. Ah ben, vous viendrez Non, mais avec vraiment, moi, vous vraiment. m'aiderez pour les repérages. Mais Je vraiment. pense qu'on va tourner en Guadeloupe en C'est super. 2019. Excellente idée. Et j'ai besoin de votre avis. Avec parce grand que je ne connais plaisir. pas la Guadeloupe. Avec grand plaisir. Et pourquoi la Guadeloupe? Eh bien, parce que j'avais envie qu'on tourne justement dans les îles. C'est bien. Je trouve que ça, De ne pas à la oublier l'outre-mer. fois exotique, mais pas mystérieux aussi. Oui, Vous voyez, quelque oui, chose de oui. différent. Oui. Comme la Guadeloupe, évidemment, c'est un territoire français. Bien sûr. Et que non, mais le problème, c'est que Maziero interprète un gendarme Oui. français. Oui. Donc on ne peut pas d'un seul coup décider qu'elle est un détective privé, qu'elle va mener une enquête à Los Non, Angeles. aux États-Unis, voilà. Donc Voilà. ça a tout Donc, son sens. Il y a beaucoup de il faut- gendarmes. Il Effectivement, faut en que ça se Guadeloupe, passe c'est en comme ça. France. Oui. Et moi, j'avais envie qu'on aille dans un des territoires de la France, qui est la Guadeloupe. Voilà. Non, ça, ouais, ça promet en tout cas. Je voulais parler un peu des relations aussi que vous avez avec les acteurs. J'ai été très frappée de voir comment tous les acteurs, vous nouez une relation très particulière. Il dit que vraiment que, enfin, toujours plein d'éloges. Oui, mais vous savez, À commencer par Gérard Depardieu d'ailleurs, par rapport à bien ce que sûr, vous mais avez vous raconté. savez, la relation, c'est pour ça que je dis le premier acte fondateur d'un metteur en scène, c'est de faire son casting. Mais la relation entre un metteur en scène et un acteur, c'est vraiment comme un récepteur-émetteur. C'est-à-dire que les acteurs sentent comment on les regarde, C'est ça. comment on les apprécie, C'est ça. comment on les aime, comment on peut aller un peu plus loin avec eux, Oui. comment on les respecte. Et moi, j'aime les acteurs. En fait, c'est ce que Ça j'aime se le sent, plus dans mon je métier, trouve. c'est la relation aux acteurs, aux actrices. Exactement. Et j'ai c'est eu ce la qui chance, ressort. vraiment la chance, d'avoir la crème de la crème, quoi. Gérard Depardieu, Jeanne Moreau, Fanny Ardant, Christian Clavier, John Malkovich, Nathalie Bayrou, enfin, tout le monde. Catherine Deneuve, Catherine Deneuve. Isabelle Adjani, Eh oui. Jeanne Balibar, que j'ai fait débuter d'ailleurs, Oui. il y a quelques années, J'ai même vu une interview de vous avec, c'est pas une actrice, avec Simone de Beauvoir, il y a longtemps. parce que j'ai fait un film Oui. C'était qui il y a s'appelait très Simone de longtemps. Beauvoir. Oui. Bien sûr, on s'était très très bien entendu et c'était une rencontre pour moi fondatrice aussi, bien sûr. Mais à la fois, comment vous dire, quand j'ai connu Simone de Beauvoir, c'est parce que je voulais les droits d'un de ses livres qui s'appelait La femme rompue. Encore une fois, une fiction. Bon. Oui. Et on s'est rencontrés, ça s'est très bien passé. Il y a eu quelque chose entre elle et moi. Et elle m'a dit, écoutez, je voudrais vous demander de faire pour moi le deuxième sexe. C'est-à-dire- Et j'ai fait 4 films autour du deuxième sexe. À l'époque, je me suis aidée de Françoise Verny et de Catherine Clément. Mais, pour dire la vérité, j'ai fait le deuxième sexe. C'était passionnant à faire. J'ai fait le tour du monde avec le deuxième sexe. J'étais Ah oui en Chine, en Inde, j'ai rencontré Madame Gandhi, aux États-Unis, partout. Mais j'ai fait le deuxième sexe pour faire plaisir à Simone de Beauvoir. Moi, je n'aime que la fiction. Oui, c'est ça. Donc, le dites vous voyez. tout le temps. Et Simone de Beauvoir, quelle femme. En plus, franchement, Oui. avoir réussi à la voir à l'époque, c'était extraordinaire. Gérard Depardieu, vous avez des nouvelles Mais tout le temps. C'est vrai? On se parle très souvent, Qu'est-ce oui. qui devient? Donnez-nous des nouvelles. Ben là, je crois qu'il est, il est revenu de Corée du Nord, où Oui. il est allé faire un reportage, je crois, pour Yann Moix. Oui. Je pense qu'il fait un film en ce moment, peut-être avec Pef, justement, l'acteur qui est D'accord. le Qui partenaire et réalisé par Pef, et qui est le partenaire de Corinne Maziero dans Double Jeu. Oui. Gérard tourne tout le temps, il a toujours 1000 projets. C'est un citoyen du monde, enfin, il est Oui, en c'est très étonnant, permanence d'autant en plus qu'il avion. Il va demander je pense qu'au la stade où- nationalité turque. Ça vous surprend pas, ça? Hein? Il va demander la nationalité turque. Oui, mais il peut demander toutes les nationalités. Je vais vous dire, Gérard, je pense finalement que c'est quelqu'un qui ne peut plus avoir de décalage horaire parce qu'il est en permanence dans les avions. Donc, je pense que... Voilà. Non, c'est un être exceptionnel. Oui. C'est un génie absolu. Absolument d'accord. C'est un ogre. C'est un ogre. Lequel vous a le plus marqué parmi tous les acteurs
Mais tous, à leur manière. Vraiment avec les plus grands. Oui, oui, mais tous, enfin tous. Oui, avec oui. chacun leur particularité. Mais Gérard, par exemple, ça a été un bouleversement de travailler avec lui. Quand j'ai tourné avec Jeanne Moreau, que j'admirais depuis des années avant de la rencontrer, ça a été aussi quelque chose pour moi de modifiant, parce qu'elle avait une façon de voir son métier, de l'envisager. C'était vraiment très enrichissant. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner avec Fanny Ardant, avec Catherine Deneuve, bien sûr. Et là, évidemment, on parle toujours, quand on a des enfants, on parle toujours de ses derniers enfants, si j'ose dire. Et là, le dernier film que j'ai fait, c'était avec Isabelle Adjani, et c'était bouleversant. Ah oui. Voilà. Extraordinaire. Bon, en tout cas, le temps est en train de filer. J'ai envie de vous poser plein de questions sur votre parcours, votre enfance. Comment vous êtes devenue réalisatrice à succès? On en parle dans un instant. Restez avec nous si on prenait le temps avec José Dayan. Retour sur CNews en direct avec José Dayan, 17h35. Nous sommes en direct pour parler avec vous de votre parcours, l'une des réalisatrices les plus populaires de France. C'est vraiment très, très, très célèbre pour la force que vous avez donnée à la fiction française avec tout votre parcours. Et l'amour que j'ai de la fiction française. Et ça, honnêtement, je pense que les spectateurs le sentent. Ils sentent qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de manipulation, quoi. Il y a vraiment un désir de faire et une sincérité, voilà. Et c'est pas fabriqué, c'est pas, vous voyez, avec des espèces de, ça se sent. De carcans comme ça. Non. C'est vrai. C'est assez indépendant, quoi. Voilà. Justement, comment tout a commencé, José Dayan? Ça m'intéresse. Natif de Toulouse, avez grandi à Alger, où votre mère tenait une pharmacie, votre père réalisateur à la télévision, votre grand-mère, elle avait 2 cinémas à Alger. Pendant la guerre, elle craignait des bombes. Pendant les séances, elle organise des projections privées. Pour vous? Moi, ouais. Pour vous? J'étais toute petite, je me souviens. Bien oui, parce que, vous savez... Il y avait des bombes dans les salles de spectacle, il y avait des bombes sur les plages, c'est pendant la guerre d'Algérie. Et donc, moi, je voulais voir des films. Et alors, ma grand-mère, en effet, une fois que le cinéma était fermé, eh bien, il y avait des projections pour moi toute seule. C'était génial. Mais vous voyez, ce qui explique aussi, vous qui êtes de Guadeloupe, oui. Ce qui explique, c'est que moi, par exemple, j'avais une villa au bord de la mer, à fond de l'eau, et jusqu'à l'âge de 18 ans, je ne savais pas nager. Ah oui, c'est le cas de beaucoup de Guadeloupéens. Parce qu'on ne voulait pas me mettre sur une plage, on avait peur qu'il y ait une bombe sur cette plage. Vous voyez, tout ça était très... très angoissant, quoi. Très angoissant. Mais très particulier, c'est une enfance particulière. Pourquoi particulière? Eh bien, parce que quand vous êtes un enfant, que vous vivez dans un pays, que vous avez des amis qui sont origines d'Alger, des Algérois, des Algériens, et puis que d'un seul coup, il y a cette espèce de guerre, d'une violence infernale, et le fait de quitter quelqu'un avec qui on déjeune et de recevoir 1 heure après un coup de fil en disant sa voiture a sauté, etc. Parce qu'en vérité, c'est une guerre qui n'était pas une guerre comme la guerre de 40, par exemple. C'est une guerre avec du terrorisme. C'est ça. Donc, si vous voulez, tout était sujet à suspicion, vous voyez. C'était assez angoissant, quoi. Oui, et ça a façonné en négatif toute votre enfance. Bien sûr. À l'âge de 4 ans, j'ai vu que déjà vous regardiez beaucoup de séries, beaucoup de westerns. J'adorais les westerns, oui. Et puis comme j'étais à Alger, il y avait beaucoup de... Quand la télévision a été créée, d'ailleurs mon père dirigeait la télévision d'Alger, quand la télévision a été créée, il y a eu beaucoup, dans les après-midi, de films égyptiens. Des mélos, genre les gros mélos italiens, mais qui étaient au Caire ou à Alexandrie, et puis aussi des comédies musicales égyptiennes. J'ai été élevée avec tout ça, oui, ça me fascinait assez, oui. Et comment vous êtes progressivement arrivée à devenir réalisatrice de films? Parce que j'ai toujours voulu l'être. Ah oui. Je savais à 7 ans que je ferais ça et rien d'autre. Et d'ailleurs, je pense que si je n'avais pas fait ça, j'aurais rien fait. Ah oui, c'était tout ou rien. À l'école, comment ça se passait? Ça se passait pas. Pas du tout. Ça se passait pas parce que je me sentais mal à l'aise, je me sentais pas intégrée. Par exemple, moi, j'adorais l'opéra. Je parlais de Maria Callas, on me regardait comme si j'étais sortie d'un asile. Et je ne sentais pas de rapport, si vous voulez, de génération, quelque chose qui pouvait... me coïncider. Donc, j'étais extrêmement timide et j'avais donc décidé de ne plus aller en classe. Alors, évidemment, c'était pas si simple. Ma mère, comme vous le disiez, qui était pharmacien, voulait absolument, et prof de maths, chimie et physique, voulait absolument que j'aille en classe. Et mon père
m'accompagner en voiture, puisque encore à cause des événements, on ne voulait pas me laisser aller seule. Et quand on arrivait devant la porte du lycée, il me disait, tu préfères venir avec moi à la télévision ou tu veux aller là-dedans? J'ai dit, non, je viens avec toi. Donc j'ai fait avec mon père... L'école buissonnière avec votre buissonnière. père. Puis un jour... Mais l'école de la télé. Ah ouais, alors, l'école buissonnière, mais alors, mon père avait des amis médecins, donc on envoyait toujours des certificats médicaux. Et puis, la veille ou l'avant-veille des compos, j'appelais quelqu'un qui était dans ma classe, que j'avais connu au début de la saison de classe, si vous voulez. Oui. Je demandais quel était le programme. Je regardais très vite les livres, j'avais une mémoire qui imprimait très bien. Incroyable. Je disais, j'étais très pâle, ce qui était assez rare en Algérie, donc on pensait que j'étais malade, mais c'était ma couleur de peau. Et j'allais passer ma compo. Et j'ai jamais doublé une classe, en fait. Et vous avez toujours passé tous vos examens avec brio, sans jamais les passer 2 fois et sans aller Pas à l'école. avec brio, mais avec justesse. Avec justesse et Voilà. sans aller à l'école. Et vous avez même fait Sciences Po. J'ai fait, une année de Une préparation à Sciences Po. J'ai passé mon premier bac, puisque je suis de l'époque des 2 bacs. Mon premier bac à Alger, il y avait 60% d'échecs. Donc je dis à mon père, tu vois, les gens qui sont tapés les années de lycée, 60%, moi je ne l'aurais pas. Il m'a dit, tu l'auras parce que tu es ma fille, je l'ai eu. Et puis à Paris, j'ai passé mon deuxième bac. Et il y avait un philosophe qui s'appelait Denis Huysmans, qui avait ouvert un cours au Monsieur le Prince pour les rapatriés d'Algérie, parce qu'on avait le droit, nous, de passer le bac en septembre. D'accord. Et il m'avait fasciné avec sa façon de raconter la philo. Et j'ai eu 18 sur 20 en philo. Incroyable. Avec un coefficient 15 ou 17. Ah oui. Et j'avais 0 pratiquement partout, mais je suis passé quand même. Voilà. Grâce à la philosophie. Voilà, grâce à la philosophie. À 19 ans, vous débarquez à Paris pour vous inscrire... On a 17, oui, un peu 17? avant, oui. D'accord. Pour vous inscrire à l'Institut des hautes études cinématographiques. Oui, Là, je fais une année préparatoire au lycée Boulevard Voltaire. Puis je m'inscris, oui, c'est ça. Et puis après, eh bien, je fais des stages comme stagiaire, et puis comme second assistant, puis comme premier assistant. Et puis voilà, parce que je voulais faire des films, et c'était une idée fixe. Mais vous savez, les metteurs en scène sont Dès assez l'âge de obsessionnels. Hein. C'est vrai. Pas Moi- tous. Si. Ouais, en tout cas, moi. Quand Oui, j'ai une oui, idée oui. fixe, je la lâche pas. Voilà. Incroyable. Déterminé depuis l'âge de 4 ans et 7 ans, hein, déjà. Vous 7 disiez, ans, oui. L'âge de raison. Oui, Oui. et là, vous venez de fêter vos 75 ans, et puis votre... 72. 72, pardon. Et votre planning est hyper chargé. Incroyable, incroyable. Mais oui. Vous n'arrêtez pas. Ben non. Non, mais vous Vous avez non raison. plus. Votre passion. Voilà. Voilà, On votre n'arrête passion. pas. Quand on aime. Est-ce qu'on est plus libre de faire une fiction? Je sais pas. Je veux dire, quand vous regardez, par exemple, l'actualité, là, on va parler un petit peu de l'actualité du jour, de ce qu'on voit sur les médias, on zappe tous les jours. Est-ce que la réalité, aujourd'hui, politique, entre autres, notamment, enfin tout, a dépassé la fiction? Oui et non. Parce qu'elle peut en effet dépasser la fiction, parce qu'on assiste à des choses assez invraisemblables. Mais dans la fiction, il y a quelque chose, en tout cas en ce qui me concerne, parce que moi, je ne fais pas des films réalistes, si vous voulez. Je ne suis pas un metteur en scène engagé. Bon. Est-ce que vous inspirez quand même un peu de la réalité? Oui, bien évidemment. Mais dans la fiction, il y a quelque chose de l'ordre du rêve qui moi, me plaît beaucoup. Vous voyez, par exemple, vous décidez que pour telle séquence, on a besoin d'une pluie torrentielle. Il ne pleut pas, on fait venir de la pluie. Vous voulez de la neige, il y a des canons à neige. Vous tuez quelqu'un, il tombe et il se relève. Ça, c'est merveilleux, c'est la vie rêvée, vous voyez. Vous préférez ce monde-là, quand même, Ah oui, que le monde de la réalité? de loin. Oui. De loin, ouais. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup de chance quand on aime la fiction. Je suis d'accord, on peut se réfugier. Oui, Parce absolument. que la réalité, Ouais. elle est tout autre. Non. Parlons par exemple, un mot par exemple sur le mouvement MeToo. Il a célébré ses 1 an. En France, le monde du cinéma a été touché. Quel a été votre regard sur ce mouvement MeToo? Mais écoutez, moi je trouve que le harcèlement c'est épouvantable. Voilà. Donc alors maintenant, je pense aussi que peut-être ce mouvement étant tellement fort, ayant pris une telle envergure, je pense qu'il y a pas mal de gens qui, il suffit de les regarder et disent il m'a violé. Vous voyez, je veux dire qu'il faut Oui, quand qu'il y a des même, dérives. Faut on raison peut, garder. vous voyez, il faut raison garder parce que, par exemple, l'histoire de Gérard Depardieu là, quand Oui, on en a parlé, justement. je suis absolument persuadé qu'il n'a jamais violé personne. Ouais, ouais. Voilà, donc. Mais les personnes qui ont été violées, c'est normal qu'elles l'un réagissent. n'empêche pas l'autre. C'est évident. L'un n'empêche pas l'autre. Mais je pense que ça ouvre la porte à beaucoup de confusion aussi. Et de dérives.
De dérive aussi, oui. Vous avez signé avec l'appel de Muriel Robin. Oui, bien sûr. Ouais. Mais bien sûr, parce que d'abord parce que je suis très amie avec Muriel et qu'elle me l'a demandé. Mais elle m'aurait demandé, elle m'aurait demandé de signer pour une cause à laquelle je ne croyais pas. J'aurais sûrement pas fait, parce que je suis pas tellement quelqu'un qui signe des pétitions. Mais on peut pas admettre ce qui se passe. On ne peut pas admettre les femmes battues. Moi, j'ai connu des gens qui étaient battus et qu'on retrouvait morts parce qu'il y avait une violence conjugale insupportable. Je ne crois pas du tout que, de toute façon, quels que soient les problèmes, même si l'alcool intervient, ça puisse se régler en manière de coup. Vous êtes contre toutes les violences? Oui, absolument. Physique. Oui. Corinne Maziero, justement, elle a dit qu'elle parlait justement dans une de ses interviews qu'il y a un collectif qui a été créé pour les comédiennes de plus de 50 ans, à qui on ne donne pas. Vous lui avez donné un rôle, premier rôle, mais les comédiennes de plus de 50 ans, on ne leur donne pas vraiment un rôle important. Les comédiennes noires aussi, elles ont signé aussi, pareil, elles ont dénoncé le fait qu'elles ne soient pas. Cette disparité qu'il y a dans le cinéma, la télévision. Oui, ben alors. Bien sûr, mais je vais vous dire un truc. Le problème, c'est que quand même le cinéma est assez misogyne. Bon, pendant des décennies, les héros ont été des hommes, aussi bien aux États-Unis, en France, un peu partout, en Italie, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'il faudrait écrire des scénarios qui concernent plus les femmes. Et faire cet effort. Bien sûr. Mais moi, en tout cas, je suis contre, mais alors absolument contre, le fait de dire une femme à 50 ans, elle ne va pas tourner. Mais, c'est comment dirais-je, ça évolue maintenant, heureusement, mais aussi c'est un petit peu le fait de la société, parce que ce sont les hommes qui dirigent quand même les instances cinématographiques quasiment du monde entier. Donc c'est vrai qu'un homme de 70 ans qui va voir les tempes grises, on va dire mais quel charme, quel extraordinaire. Puis dès qu'une femme à 50 ans, on va dire oui mais bon alors elle s'est fait rafistoler, etc. Bon, c'est insupportable, c'est insupportable. Mais ça c'est qu'il faut changer les mentalités et il faut surtout changer les sujets. Il faut développer des scénarios, des séries dont les femmes peuvent être des héroïnes et pas forcément avoir 22 ans. Tout à fait. Ça, c'est un peu l'actualité cinéma. Là, on va parler tout à l'heure un peu de Jean-Luc Mélenchon. Et d'abord, là, de la manifestation des retraités. On va rejoindre Kim Sun, qui est à Place de la République aujourd'hui, parce que les retraités ont une fois de plus manifesté aujourd'hui pour critiquer les choix budgétaires du gouvernement en ce qui les concerne. La marche aura duré plus de 2 heures. La foule s'est rapidement dispersée. Les retraités à nouveau dans la rue, les retraités en colère. Tous sont venus défendre leur pouvoir d'achat. Ils réclament l'annulation de la CSG et une revalorisation des pensions de retraite. C'est la 4e journée de mobilisation. Il y avait beaucoup de monde, des retraités au profil varié. Mais certains me l'ont confié. Qu'importe le chiffre précis des manifestants aujourd'hui, ils poursuivront ce bras de fer pour se faire entendre par l'exécutif. Une réunion est d'ailleurs organisée au mois de novembre par les syndicats, signe d'une colère profonde. La rupture sera-t-elle définitive avec l'exécutif? Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, s'est exprimé aujourd'hui. Il s'est dit conscient des efforts qu'il demande aux retraités, mais ses choix sont assumés par l'exécutif. Merci beaucoup. Retour sur le plateau avec vous, José Dayan. Une réaction peut-être par rapport à cette manifestation? Eh bien, oui, je suis contente de pouvoir en parler avec vous parce que précisément, on entend beaucoup parler de tout ce qui se passe. Et je voudrais, vous, encore une fois, mon ignorance, c'est quoi la CSG? J'ai jamais réussi à comprendre ce que ça représentait. Ce que ça représentait sur la fiche d'un retraité. Et à quoi ça sert? Oui, c'est quoi la CSG? Bon, alors je vous expliquerai tout à l'heure. D'accord. Non mais c'est vrai, je prendrai le temps. Après, moi, comme je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas réagir. C'est intéressant quand même de voir que de façon générale, c'est vrai qu'on parle de sigles, de mots, et on n'explique pas forcément, même nous, journalistes. Ben moi, j'ai beaucoup de mal avec les sigles, moi. Vous avez raison. On en parlera tout à l'heure, tranquillement, sereinement. Une réaction aussi par rapport à l'actualité du jour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et ça vous fait déjà rire. Il a été entendu aujourd'hui à Nanterre par rapport à justement ses comptes de campagne, etc., tout ce qu'on lui reproche. A priori, les emplois présumés fictifs au Parlement européen. On écoute sa réaction après près de 5 heures d'audition aujourd'hui à Nanterre. Le procureur qui a décidé dans le cadre de l'enquête préliminaire de faire ces 10 perquisitions, ces entrées dans les sièges,
lui, il sait ce qu'il fait politiquement. Et il ne le fait pas de manière indépendante, ce n'est pas vrai. Quand les officiers de police judiciaire ont été réquisitionnés pour perquisitionner chez nous, par la force des choses, tous les lundis matins, vous avez un point qui est fait entre le ministre de l'Intérieur et les directeurs de service, toutes les semaines. Donc le pouvoir politique est informé, il sait depuis le 10 octobre qu'il y a une demande de perquisition et qu'elles vont être faites. Tout ça est manigancé. C'est juste de la police politique. Alors je ne mets pas en cause la police, mais en cause la police politique, c'est-à-dire la décision politique d'instrumentaliser des magistrats et des policiers pour essayer de faire un mauvais sort à un des chefs de l'opposition. Alors avant de vous faire réagir, José Dayan, on va justement à Nanterre rejoindre Marie Aubazac pour savoir un peu comment s'est passée cette audition. Pendant 5 heures, Jean-Luc Mélenchon a répondu aux questions des enquêteurs de l'Office anticorruption. Dans le moindre détail, a-t-il expliqué à sa sortie. Il a également tenu à rappeler qu'il n'était pas obligé de répondre à cette convocation et que c'était bien, selon lui, la preuve qu'il ne faisait pas obstruction à l'enquête. Jean-Luc Mélenchon, qui une fois de plus a dénoncé, je cite, une police politique. Il a précisé qu'il ne comprenait toujours pas le bien fondé de ces 2 enquêtes préliminaires. On enfonce des portes ouvertes, a-t-il dit, c'est du gâchis, alors que le leader de la France Insoumise a précisé qu'il avait déjà livré l'ensemble des éléments et des justificatifs nécessaires à la justice. Il est visé aujourd'hui avec son parti par 2 enquêtes préliminaires. D'abord, une enquête qui concerne les comptes de sa campagne présidentielle de 2017. Des irrégularités ont été constatées concernant ses dépenses. Les enquêteurs vont donc devoir procéder à des vérifications. Et puis, la seconde enquête, elle concerne cette fois des soupçons d'emploi fictif d'assistants au Parlement européen. Jean-Luc Mélenchon qui a dénoncé le fait que d'autres membres de son parti et d'anciens attachés parlementaires soient également entendus dans le cadre d'une audition libre depuis hier et qui a également demandé une désescalade des procédures judiciaires, faisant référence cette fois à une autre enquête, celle ouverte hier par le parquet de Paris pour violence et menaces suite aux perquisitions qui ont eu lieu mardi au siège de la France Insoumise. Merci beaucoup Marie Aubazac. Donc on ne peut pas ne pas être au courant de cette information, en tout cas. Bien non, parce que maintenant, avec cette maladie de zapper, et moi, comme j'ai quand même une perception très forte des images, quand je vois une image qui m'ennuie, je zappe immédiatement, enfin, il y a très peu de temps, et on a l'impression qu'on est toujours sur le même écran, parce qu'on assiste toujours à ce qui s'est passé dans cette perquisition d'hier avec Mélenchon, oui. Et là, en termes d'image, on a été servi. Ben oui. Bien sûr. Non, mais c'est un tribun. C'est quelqu'un qui a du charisme, qui est intelligent. Moi, je ne rentrerai pas dans ce qui se passe de cette perquisition ou pas, parce que je ne connais pas du tout le dossier. Pour vous dire la vérité, je m'en fous un peu. Oui. Mais non, mais c'est vrai. Mais en revanche, moi qui aime les acteurs, je trouve qu'il a un côté trop théâtral. Moi, j'aime les acteurs un peu plus intériorisés. Voilà. Ah, oui. Et je pense qu'il a mis en scène de façon très, très brillante, comme il sait le faire. Oui. Mais pour moi, c'est un acteur extérieur. D'accord, d'accord. Voilà. Moi, je vous parle en termes d'acteur. Non, mais bien sûr, c'est ce regard-là aussi qui m'intéresse. C'est peut-être le Gérard Depardieu de la politique ? Ah non, parce que Gérard Depardieu, quand... Pas du tout comme ça. Non, il a justement une intériorité en tant qu'acteur extraordinaire. Une puissance intérieure. Ah oui, bien sûr. Et une densité. Bien sûr. Merci beaucoup José Dayan. Restez encore avec nous. Maintenant, place à Laurence Ferrari pour Punchline, ma chère Laurence. Oui, Christine, bonsoir. Bonsoir à votre invité également. Dans un instant, dans Punchline, on va revenir notamment avec Sami Sfaxi sur le sommet européen de Bruxelles. Au menu, évidemment, pour le président Macron et ses homologues, le Brexit et la dette italienne qui inquiètent beaucoup les marchés. On parlera aussi du ras-le-bol des retraités. Ils sont à nouveau dans la rue. Ils en ont marre de se faire matraquer par le gouvernement. C'est ce qu'ils disent. Et puis, bien sûr, le nouveau coup de gueule de Jean-Luc Mélenchon après son audition par les policiers de Locliff. C'est une affaire politique, dit-il. On l'entendra dans un instant dans Punchline. Merci beaucoup, ma chère Laurence. Et oui, politique spectacle, José Dayan. Merci encore d'avoir partagé avec nous ce bon moment. On a pris le temps sur votre parcours, sur Capitaine Marlowe surtout. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. À bientôt. Tout de suite, Punchline sur CNews.